Bonjour tout le monde. Ah, c'est bien, la salle est assez pleine. Alors, dans la session d'avant, il y avait un speaker qui donnait sa première conférence. Et maintenant, on en a deux. Et non seulement c'est leur première conférence, et ils vont faire des démos, ce sont aussi les plus jeunes speakers de tous les DevFest Nantes. Ils ont 15 ans. Imaginez? Je vous présente Erel, Adrien et Benjamin qui vont faire des démos. Applaudissez. Bonjour. Effectivement, c'est leur première conférence. Donc, et en plus, ils ont décidé de faire des démos. On va voir si on a déjà fait des démos ou pas, on verra ça tout à l'heure. Déjà, je vais commencer par une première petite question. Dans la salle, qui avait déjà commencé à faire un peu de dev ou du bricolage ou même de l'électronique quand vous étiez au collège ou au lycée? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, c'est cool ça, il y a du monde. Bon, bah, vous allez peut-être vous retrouver un petit peu dans les profils qu'on va présenter tout à l'heure alors. L'objectif de cette conférence, on a 20 minutes pour essayer de vous convaincre de motiver des jeunes, comme vous l'avez fait dans vos années collège et lycée, à développer, programmer et s'initier un petit peu dans un esprit fun et ludique. Alors, je me présente rapidement, Benjamin Bernard, et je suis accompagné du coup d'Erel et Adrien. On fait partie d'une association qui s'appelle l'association Maison du Libre. On vient de Brest. Et je vais commencer par un premier historique des petits hackers. Ça va vous aider à comprendre comment on a structuré les choses, à quel moment on a aussi échoué, et éviter de faire les mêmes erreurs que nous si vous voulez lancer ce type d'activité. Alors ça a commencé en 2008. Ça a commencé de la manière la plus simple possible du monde. C'est Arnaud Yonnet, du coup, qui, avec ses deux enfants, avait commencé un petit peu à faire du dev avec eux. C'est un administrateur système et réseau. Et donc il était plutôt orienté système quand même. C'est plutôt du bash qu'ils ont fait au tout début. Et puis il s'est dit, bah, je le fais avec mes enfants, mais ils ont leurs potes qui ont aussi envie de venir. Donc du coup, il a trouvé une salle dans une maison de quartier et il a commencé à faire des ateliers comme ça, d'une manière très simple. Il préparait rien à l'avance. Il venait en vélo et sur son vélo, avant de venir, il disait, bon, qu'est-ce que je pourrais faire ou pas avec eux aujourd'hui? C'est un peu la méthode Rash, mais ça a très bien fonctionné parce que du coup, il pouvait aussi adapter sa séance en direct. Ça, c'est un système qui marchait très bien avec quelques adhérents. Dès 2012, ça a commencé à monter en flèche, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, sans forcément trop communiquer, c'était vraiment du bouche à oreille à chaque fois. On est passé à 6 bénévoles. Alors les bénévoles en soi, leur profil, c'est essentiellement des gens comme vous, hein, des développeurs, des administrateurs système et réseau, mais aussi également des enseignants, qui sont souvent des enseignants dans des matières scientifiques, qui sont venus nous rejoindre. J'insiste sur ce point-là parce qu'on n'est pas forcément sur un profil avec des animateurs de maisons de quartier. On en reparlera tout à l'heure, vous verrez un petit peu en quoi ça joue. On est passé à 40 adolescents, donc ça commence à faire du monde. On a commencé à créer des pôles, différents groupes de niveau. On faisait pas que du bash après, parce que qui dit nouveau bénévole dit aussi nouvelles compétences. Donc on est passé sur des ateliers de modélisation 3D, du Blender typiquement, de l'électronique avec de la carte Arduino, le SP32, des Raspberry Pi. On a aussi fait de la musique assistée par ordinateur, de la MAO. Mais ça montait trop en flèche. On est passé à plus de 50 adhérents, donc ça devenait compliqué à suivre, à gérer. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. En 2018, on a décidé, ça a épuisé les bénévoles tout simplement. Donc on a décidé de faire une pause. On s'est dit, bon, non, là ça va mal, on fait une pause, on arrête pendant un an, on essaye de voir comment on pourrait repenser les petits hackers pour que ça fonctionne mieux. On est reparti avec les batteries chargées, avec 7 bénévoles, on a réussi à trouver du monde en plus, un peu moins d'adolescents, et une manière différente d'aborder les projets. Ça partait un peu dans tous les sens, c'était un joli chaos. Là on s'est dit, les jeunes, en début d'année, on va essayer de leur demander qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, réellement, concrètement, et on va partir sur des projets qui les motivent, des gros projets souvent, sur un an. Ça nous amène à 2024, à peu près toujours le même nombre de bénévoles, ça tourne bien, il n'y a pas de salariés d'ailleurs dans la structure, toujours autant d'adhérents, de petits hackers, et là cette fois-ci on s'est orienté sur des projets un petit peu plus petits, surtout pour les débutants qui arrivent dans la structure. Et on est sur des ateliers qui ont lieu le samedi après-midi, un samedi sur deux. Un samedi sur deux parce que ça laisse du temps aussi aux bénévoles d'anticiper et de préparer les ateliers, puisqu'on ne fait jamais deux fois la même chose en fait avec les jeunes, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. L'état d'esprit et les valeurs. On s'appelle la Maison du Libre, libre comme les licences libres, les logiciels libres. Et donc, souvent on prend l'exemple de la recette de cuisine pour fabriquer des crêpes, puisqu'on est breton.
C'est la même chose, hein. C'est-à-dire que vous avez la recette qui est en ligne, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'étudier, vous l'améliorer en général, vous allez rajouter des ingrédients en plus dedans, et puis surtout vous allez le diffuser. Là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est essayer de vous montrer la recette de fabrication des petits hackers pour que vous puissiez vous aussi vous en emparer, l'utiliser, mais surtout la modifier et encore mieux la diffuser. Les séances. Je vais m'attarder juste sur quelques points clés. Nos petits hackers, en général, ils ont 4 ans d'ancienneté quand ils quittent la structure. Ça veut dire qu'ils restent longtemps dans l'activité. Et donc ça veut dire que pendant 4 ans, on ne peut pas leur faire la même chose. Ce qui veut dire que si vous calculez bien, avec des technologies qui évoluent, les cartes même électroniques, Arduino et autres, qui évoluent très régulièrement, finalement on n'a jamais refait 2 fois la même chose. Et donc on doit tout le temps constamment se réinventer. Et c'est aussi ça qui motive les bénévoles, puisque du coup on passe notre temps à essayer d'étudier des nouvelles approches, des nouveaux moyens, des nouvelles méthodes pédagogiques. Quelque chose de très important, très vite sur ce type d'atelier, on peut vite se retrouver avec une quinzaine de jeunes qui sont derrière leur PC et qui ne discutent pas entre eux. C'est pas du tout l'idée, c'est pas l'état d'esprit. Je parlais de partage tout à l'heure. Pour que ça marche bien, il faut un moment de convivialité dans les ateliers. Le goûter, c'est l'idéal. Déjà parce qu'ils vont pouvoir manger, et en plus, ils vont discuter entre eux de tout et de rien, des projets qui montent dans l'assaut, mais aussi de ce qu'ils font en dehors, tout simplement. Ça crée du lien, et ça les motive un peu plus pour créer des projets collectifs après derrière. On essaie de faire en sorte qu'ils documentent tous leurs projets, puisqu'ils doivent les présenter ensuite, après derrière, sur certains événements. Je vais laisser Irel maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Irel, j'ai 15 ans. Je suis en seconde et dans la vie, j'aime beaucoup la musique. Je fais du violon, le hip-hop et l'escalade. Donc j'aime aussi beaucoup programmer, sinon probablement je ne serais pas là. J'aime bien programmer, mais surtout pouvoir faire de l'électronique. Au petit hacker, en plus, on fait de tout, donc c'est bien. J'ai déjà codé en C++, en Python et en HTML, et ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé à coder. Et alors, comment tu as découvert les petits hackers ? J'ai découvert les petits hackers à la fête de la science, et après par une amie qui m'en avait parlé. Hop, on va passer à Adrien maintenant. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, bonjour à tous. Comme Irel, j'ai 15 ans et je suis en seconde. Mes loisirs, c'est la musique, notamment le piano. Je fais beaucoup d'escalade sur mon temps libre. Alors, j'ai connu la MDL et les LPH en stage LPH pendant les vacances. C'était un stage de 3 jours où on s'amusait à faire une station météo en ligne. Alors, moi, je suis plutôt branché dev software, logiciel et web. Je code en C, C++, Rust, Python et la globalité des langages web. J'ai commencé le dev en 2017. J'ai fait les Devox for Kids 2017. C'est un événement qui initie les jeunes à la programmation et j'ai pas arrêté d'apprendre depuis. On va passer à du concret maintenant. Alors Irel, aujourd'hui tu as décidé de nous montrer un petit objet connecté, une licorne connectée. Oui, j'ai décidé de vous présenter ce projet parce qu'on a voulu le créer avec une amie, car elle avait une ancienne lampe qu'elle voulait pouvoir réutiliser. Donc on s'est dit, pourquoi pas la faire connecter pour pouvoir la piloter avec son téléphone. C'est plus drôle. Et donc on l'a fait. Donc, par exemple, on peut changer. Donc on a dû créer une page web. On a dû relier les composants. Donc, par exemple, on avait une carte ESP32 qu'on a mis avec un ruban de LED. On la contrôle avec depuis un smartphone. Alors. Oui, depuis un smartphone avec le Wi-Fi. Et donc. Donc là, du coup, avec ton téléphone, donc tu as une petite page web du coup sur le smartphone qu'on peut apercevoir ici. Qui est à peu près celle-là. Voilà. Et donc avec cette page web, si ça marche, on va pouvoir changer peut-être la couleur de la licorne. On aura peut-être un petit effet démo, c'est normal. Cette licorne, c'est un des différents objets connectés qu'ils ont construits. En fait, ils sont chacun partis d'un objet différent. Et donc derrière, on a utilisé une librairie là-dessus qui s'appelle NeoPixel. C'est développé en pseudo-C, du coup, avec l'IDE Arduino. Et l'objectif, du coup, il y a un tout petit serveur web dedans, c'est de comprendre vraiment les basiques de qu'est-ce que c'est qu'une requête HTTP, comment servir une page web, qu'est-ce que c'est qu'une page web, et ensuite de piloter la licorne. Bon, on la verra peut-être après, c'est pas grave, petit effet démo. Hop, merci. Adrien, toi, tu as choisi de nous présenter un projet que tu as développé en dehors des séances des petits hackers. Oui, alors c'est un projet web qui tombe dans un navigateur.
où le but c'est de pouvoir faire des simulations de physique avec des objets, la gravitation universelle. Alors j'ai commencé ce projet il y a 1 an, j'ai fait un espèce de brouillon en JavaScript, entièrement JavaScript, avec peu de fonctionnalités, etc. Et j'ai décidé de le refaire à l'occasion du DevFest de cette année, mais cette fois en Rust, transpilé en Wasm, avec plus de fonctionnalités. Donc la stackline du projet, comme je l'ai dit, c'est du Rust qui est transpilé en Wasm, qui est ensuite piloté par le JavaScript de la page et qui est ensuite rendu dans un Canva. On peut le voir en direct? Ouais. Oui. Alors, comme on peut le voir ici, on a pu voir une collision. On peut afficher les vecteurs. Le vecteur rouge, c'est un vecteur vitesse. Ici, on voit pour la balle supérieure qui est à 441 pixels par seconde. Et le vecteur vert, c'est la gravité, qui est ici de 9,80, qui est la gravité terrestre. Tu nous parles de vecteurs. Tu dis que tu as commencé ça il y a 2 ans. Tu avais déjà vu les vecteurs? Non. Ok. Donc c'est vraiment de l'autodidacte, quoi. C'est ça. Okay. Et pourquoi avoir choisi de faire du Wasm, déjà, par exemple? Et pourquoi avoir ces choix techniques? Alors j'ai choisi le Rust et le Wasm puisque c'est quelque chose que je trouve très intéressant. On m'en a parlé, on m'a dit que c'était un peu révolutionnaire et surtout ça m'intéressait beaucoup, j'avais envie d'apprendre le Rust. Okay. Tu as un deuxième mode, je crois, C'est ça. Dans la démo, est-ce que tu peux nous montrer ça? Oui, alors on peut changer de preset. Alors c'est un preset qui fait la gravité universelle. On peut voir du coup un système solaire qui part un peu n'importe comment. Et on peut suivre l'aimant principal et on peut voir une relation entre des objets spatiaux. Ok, parfait. Merci pour la démo. Hop, y a un GitHub d'ailleurs, si vous voulez aller voir comment c'était conçu derrière. D'ailleurs, dans l'association, ça fait partie souvent, on apprend ça à partir de la 2e année. On va leur montrer un petit peu ce que c'est Git, comment versionner leur code, comment éviter de tout perdre. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent assez vite, parce qu'on ressent vite le besoin avec eux. Et puis pour travailler ensemble sur les différents projets, c'est aussi important. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de recettes de cuisine. On va reprendre ce concept-là. Si demain, vous voulez aussi lancer ce type d'atelier, alors je vous ai déjà donné quelques clés de choses à éviter. Éviter de monter en puissance trop vite, de tirer trop sur la corde pour les bénévoles. Les bénévoles, justement, les animateurs dans l'association, ce sont essentiellement des ingénieurs, des développeurs, des bidouilleurs, bricoleurs. Ils ont vraiment cet esprit do it yourself et do it together. On a également formé des animateurs de maisons de quartier qui ont repris un petit peu ce type d'activité, ce genre de concept. Ça marche bien sur les premières années, mais comme je vous disais tout à l'heure, souvent c'est des jeunes qui restent 4 ans dans l'activité. Et en fait, on est sur une activité qui, fondamentalement, est technique. Donc ça prend un petit peu mieux avec des profils de développeurs, d'ingé, d'électroniciens, puisque derrière, ils vont pouvoir maintenir un niveau de difficulté progressif sur l'activité sur plusieurs années avec ces jeunes-là. Avec des animateurs de quartier, ça fonctionne bien, mais c'est plutôt pour des débutants d'initiation qui ensuite souvent rejoignent après notre structure. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur le profil des animateurs. On n'a pas parlé de mixité. Alors bon, on en a déjà ce soir avec les deux adhérents qui sont présents ici. Aujourd'hui, sur la quinzaine d'adhérents qu'on a, on a 5 filles dans l'association. On a remarqué que quand on part avec des jeunes qui sont des collégiens, il y a un peu moins d'a priori. Avant le lycée, par contre, au lycée, on observe une différence qui est assez impressionnante sur ces a priori-là. Ce qui nous a aidé, pour être très honnête avec vous, c'est d'avoir une et des animatrices, des enseignantes en l'occurrence. Pourquoi? Parce que ça sert un petit peu de boussole et de repère en fait pour des jeunes filles qui voudraient s'initier. Ça fonctionne bien, ça fonctionne un peu mieux. Ça fonctionne bien aussi si vous en avez plusieurs dans la structure, donc le démarrage n'est pas toujours évident, parce qu'il faut réussir à en trouver une ou deux. Là, le cas d'Erel, elle est arrivée parce qu'elle connaissait Rim, qui était dans l'association aussi. Donc voilà, des petits conseils un petit peu pour que ça puisse prendre et bien fonctionner. Après, vous allez avoir besoin de trouver des jeunes, des adhérents. Ça, c'est pas forcément la partie la plus compliquée. Vous pouvez commencer par vos enfants déjà. Qui dans la salle a des enfants? Si vous pouvez lever la main. Ouais, ok. Alors je vous dis pas de leur forcer à le faire. Hein. Ça, c'est aussi la première erreur que vous risquez de faire.
L'idée, c'est pas ça, hein. D'ailleurs, nous, on a beaucoup d'adhérents qui viennent dans l'association, qui vont faire 1 ou 2 séances, et on va aller prévenir leurs parents après. On leur dit non, ça prend pas, ça le fait pas, c'est pas quelque chose qu'ils aiment faire. Et ça, on n'a pas de mal à le dire, on va pas les forcer. Tester des choses avec ses enfants, c'est pas mal au début, parce que ça permet d'avoir un petit peu les petites astuces pédagogiques pour avancer avec eux, faire un petit peu de dev. On commence souvent avec du bloc aussi au démarrage. Et quelque chose qui peut booster vraiment la structure, c'est d'être présent sur des événements scientifiques ou des événements de makers. On a parlé tout à l'heure de la fête de la science, ORL nous avait retrouvé à la fête de la science. On a parlé de stages qu'on organise aussi pendant les vacances scolaires, souvent sur 2 à 3 jours, où là on a un petit projet, on part de zéro avec des gens qui n'ont pas de connaissances. Il y a aussi à Nantes, Nantes Maker Campus, on est présents nous tous les ans sur cet événement-là. C'est un très bon exercice pour les jeunes, puisqu'ils vont venir présenter leur projet. Donc dans cet état d'esprit de partage, c'est intéressant aussi pour eux. Puis bon, ça fait une sortie, c'est toujours intéressant pour créer un peu plus de liens aussi entre les jeunes. Et quelque chose d'autre, un autre levier qui marche très bien, qu'on a testé l'année dernière, dans vos entreprises tout simplement. On a parlé de Vox for Kids. De Vox for Kids, ça avait été communiqué au sein de différentes sociétés à Brest, et il y a eu tout de suite énormément d'inscrits. Et dans ces jeunes-là qui viennent participer à l'atelier, si vous en avez ne serait-ce qu'un tiers ou la moitié qui accrochent bien, et qui sont passionnés, ça peut être déjà un bon boost pour démarrer. La difficulté après, ça va être aussi potentiellement de refuser des adhérents pour éviter justement de mettre les bénévoles dans une situation où il y a trop de monde à gérer, ça devient compliqué, et surtout que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est sur 4 ans d'ancienneté pour les petits hackers, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux dans chacun des ateliers. Donc nous, quand on pense aux ateliers, on essaye de les penser avec différents niveaux de difficulté à chaque fois, pour que chacun y trouve son compte, et que ça reste intéressant pour tout le monde, y compris pour les anciens. Ouais, justement, on parlait de Nantes Maker Campus, petite photo qui avait été prise à Nantes. On vous remercie beaucoup du coup de nous avoir écoutés sur cette conférence. J'espère que ça peut vous motiver à tenter cette expérience, ce genre d'activité. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils, de petits outils, de petits projets pour démarrer si vous voulez lancer ce type de structure également. Il nous reste du temps pour les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.